Pensez-vous que des univers parallèles existent? Certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'un nombre infini d'univers parallèles au nôtre pourrait exister. Imaginez que vous vous réveillez un matin et que vous vous rendez compte que vous avez atterri dans une autre réalité, un univers parallèle. Apparemment, Lerina Gordo, une Espagnole âgée de 41 ans, affirme avoir vécu ça. Lerina Garcia Gordo vient de publier un commentaire sur un forum en ligne et elle semble complètement bouleversée. Ce qu'elle publie est très étrange. En effet, elle dit qu'il y a quelques mois, en se réveillant un matin, elle s'est rendue compte qu'elle était peut-être dans un univers parallèle. Elle a écrit ceci. « Bonjour, je m'appelle Lerina, j'ai 41 ans et je pense avoir atterri dans un univers parallèle. J'ai du mal à le dire parce que tout le monde va penser que je suis une psychotique et personne ne me croira. S'il vous plaît, si quelqu'un a vécu une expérience similaire, envoyez-moi un email. Un jour, je me suis réveillée et tout était différent, rien de spectaculaire, rien à voir avec le voyage dans le temps et tout ça. Je me suis juste levée, la même année et le même jour. Je me suis couchée, mais beaucoup de choses étaient différentes. » Apparemment, cela faisait plusieurs années que Lerina vivait dans cet appartement qu'elle louait. La première chose qu'elle a constatée en se réveillant ce matin-là est que les draps dans lesquels elle s'était couchée la veille n'étaient plus ni de la même couleur, ni du même style. Complètement troublée, elle a tout de même essayé de trouver une explication logique à tout ça, mais sans succès. Malgré cet incident étrange, elle ne s'y attarda pas plus et commença à se préparer pour aller au travail qu'elle occupait depuis une vingtaine d'années. Après s'être préparée, elle sortit de chez elle, se dirigea vers sa voiture, monta à l'intérieur et s'en alla, empruntant le même chemin que d'habitude. Mais lorsqu'elle arriva à son travail, les choses devinrent encore plus étranges. À l'intérieur du bâtiment, elle croisa des personnes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle trouva ça bizarre, mais continua son chemin, se dirigeant vers son bureau. Arrivée devant ce dernier, elle se rendit compte que son nom n'était plus écrit sur la porte et que c'était celui de quelqu'un d'autre. En voyant ça, elle garda quand même son calme et se dit qu'elle n'était peut-être pas au bon endroit et que c'était sûrement juste une erreur des tâches. Seulement, après une rapide vérification, il s'avéra que c'était bien son bureau et que son nom avait bel et bien été remplacé. À partir de ce moment-là, Lerina commença vraiment à s'inquiéter. Elle ne comprenait plus rien et se demanda si elle avait peut-être été licenciée sans le savoir. Elle décida donc de se connecter au réseau sans fil de l'entreprise avec son PC portable. Elle s'aperçut qu'elle faisait toujours partie de l'entreprise, mais que par contre, elle était sous la direction d'un autre responsable, dans un département complètement différent. Sous le choc, elle commença à vérifier son permis de conduire, sa carte de crédit, ainsi que sa carte d'identité professionnelle. Il n'y avait apparemment aucun souci, tout était identique. Complètement perdue à cause de toutes ces incohérences, Lerina décida de prendre un congé maladie, car elle commençait à penser qu'elle n'allait pas très bien. Elle alla donc chez le médecin, on lui fit des tests pour des substances illicites, mais on ne trouva rien de tel dans son organisme. En rentrant chez elle, elle vérifia tous ses papiers personnels, il n'y avait pas de problème. « J'ai vite compris que quelque chose n'allait pas, dit-elle. J'ai pensé que c'était une sorte d'amnésie, comme si j'avais raté quelque chose et que je ne me souvenais pas d'un moment de ma vie. Mais non, je suis allée sur Internet et c'était le jour qu'il devait être, et les informations importantes étaient les mêmes que le jour précédent. » Lerina avait eu une relation avec un homme durant 7 ans, et ça faisait 6 mois qu'elle l'avait quitté. Peu de temps après, elle s'est mise en couple avec un autre homme qui vivait dans son quartier. Ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient ensemble, et elle le connaissait bien. Pourtant, peu après, lorsqu'elle tenta de contacter celui-ci par téléphone, bizarrement, ce n'est pas lui qui a décroché, mais quelqu'un d'autre. Et son interlocuteur lui a répondu qu'il ne connaissait personne de ce nom. Là, c'en était trop. Elle ne comprenait plus rien, et tout ça n'avait aucun sens. Depuis plusieurs mois, elle avait appris à connaître cet homme. De plus, ce dernier lui avait même présenté son fils, avec qui elle s'entendait plutôt bien. Et brusquement, du jour au lendemain, ces personnes n'existaient plus. Elle essaya tout, jusqu'à engager un détective pour retrouver la trace de ce nouveau petit ami, mais sans résultat. Malgré tout ce qui était en train de lui arriver, Lerina retourna à son travail et se comporta comme si de rien n'était. Puis bientôt, voilà qu'elle découvre avec stupeur qu'elle est toujours avec celui qu'elle pensait être son ex-petit ami. Apparemment, elle ne l'aurait jamais quitté. Mais que lui arrivait-il? Devenait-elle folle? Était-ce de faux souvenirs? Complètement déboussolée, elle se rendit dans une clinique psychiatrique afin d'effectuer des tests.
mais ces tests ont conclu qu'elle était saine de corps et d'esprit, et selon le psychiatre, elle ne devait surtout pas s'inquiéter, car ce n'était sûrement que de simples hallucinations. Seulement, Lérina était persuadée que ce n'était pas des hallucinations. Lérina a écrit « Je jure que tout ce que je dis est vrai et que je suis très saine d'esprit. » Ma propre famille ne se souvient pas de choses comme l'opération chirurgicale à l'épaule de ma sœur il y a quelques mois. Elle dit qu'elle n'a jamais subi de chirurgie. En effet, la famille de Lérina a été surprise lorsque cette dernière leur a demandé des détails sur une opération de l'épaule que sa jeune sœur aurait subie. Persuadée de ce qu'elle disait, Lérina a insisté sur cette fameuse opération à l'épaule. Sa famille ne comprenait rien, car pour eux, la jeune sœur de Lérina n'avait jamais été opérée à l'épaule comme celle-ci l'affirmait. Alors ils s'inquiétèrent vraiment pour elle, pensant qu'elle était peut-être en train de sombrer dans la folie. Au fil du temps, Lérina commença à découvrir des détails assez déconcertants. Elle dit « Il y a eu beaucoup de petites choses bizarres au cours des 5 derniers mois, des absurdités, des vêtements dans mon armoire que je n'ai pas achetés, des articles de blog que j'avais publiés des semaines auparavant qui avaient disparu, etc. S'il vous plaît, si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, contactez-moi pour voir ce qui a pu se passer. Je ne trouve aucune pathologie qui corresponde à ce qui m'est arrivé. » Les mois passaient et malheureusement Lérina ne trouvait pas de réponse à ce qui lui était arrivé et commença à avoir la certitude qu'un soir elle était allée se coucher et que le lendemain elle s'était retrouvée dans un autre univers similaire au sien. Elle écrit « Cela fait 5 mois que je lis toutes les théories que j'ai trouvées et je suis convaincue que j'ai fait un saut dans un univers parallèle. » Nous sommes à Dover, dans le Massachusetts, le 21 avril 1977. Il est 22h30. Bill Bartlett, un jeune de 17 ans, est sur la route au volant de sa Volkswagen et il se rend chez lui avec 2 amis, Mike Masoka et Andy Brody. Soudain, Bartlett aperçoit quelque chose qui attire son attention. Cette chose rampe le long d'un muret de pierre sur le côté gauche de la route. Dans un premier temps, il se dit que c'est certainement un chat ou un autre animal de ce genre. Mais lorsque ses phares commencent à l'éclairer, il se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Soudain, la créature tourne la tête, fixant les phares de la voiture avec de grands yeux orange qui brillent fortement. La tête de cette chose a une forme bizarre, un peu comme une pastèque, et elle est volumineuse par rapport à son corps, qui est plutôt mince. Ses bras, ses jambes sont longs et ses mains assez grandes. Par ailleurs, ce qui est étrange, c'est qu'à part les yeux, la créature ne semble avoir aucun autre trait sur son faciès, ni nez, ni bouche. Sa peau avait l'air rugueuse, comme du papier de verre mouillé, déclara Bartlett par la suite. À ce moment-là, qui ne dure que quelques secondes, Bartlett est le seul à voir la créature. Les autres passagers, étant trop occupés à discuter entre eux, ne le remarquent pas. J'ai vraiment accéléré après l'avoir vu, se souvient Bartlett. J'ai pris ce virage à 45 degrés, ce qui est assez rapide. J'ai dit à mes amis, « Vous avez vu ça ?» Et ils ont dit, « Non, décris-le. » Je l'ai fait et ils m'ont dit, « On y retourne, on y retourne. » Et j'ai répondu, « Pas question. » Ils m'ont finalement fait revenir et Mike se penchait par la fenêtre en criant, « Allez créature !» Et je disais, « Arrête ça !» Andy criait, « Je veux te voir !» Mais la créature avait disparu. Peu après, le jeune homme dépose ses amis chez eux, puis rentre chez lui à Walpole Street. Complètement troublé par cette rencontre étrange, il raconte à son père ce qu'il a vu et fait un croquis de la créature. Nous sommes un peu plus tard dans la nuit, vers minuit 30. Un adolescent de 15 ans, John Baxter, qui était allé rendre visite à sa petite amie Cathy, vient de sortir du domicile de cette dernière, sur Miller Hill Road. 30 minutes plus tard, après avoir marché environ 1,5 km, il aperçoit une silhouette étrange qui s'approche doucement de lui. Dans l'obscurité, il la distingue très difficilement, mais la silhouette est assez petite et semble avoir une tête déformée.
C'est pour cette raison que dans un premier temps, Baxter pense que c'est une de ses connaissances, un garçon qu'il connaît très bien, qui a aussi une tête un peu déformée à cause d'une maladie infantile. Il continue donc à avancer tranquillement, se rapprochant petit à petit de la silhouette. John crie « Mike, c'est toi ?» mais personne ne lui répond. Les deux se rapprochent alors de plus en plus. Puis voilà que brusquement, la silhouette s'arrête. Un peu inquiet, le jeune homme s'arrête lui aussi et demande « C'est qui ?» Ce dernier a déclaré « En me rapprochant, j'ai pu voir qu'il était très petit. La seule pensée qui m'est venue à l'esprit était celle-ci. C'était ce gamin qui rentrait chez lui après une fête ou quelque chose comme ça. Et je l'ai appelé et j'ai juste continué à marcher. Il n'y a eu aucune réponse, ni quoi que ce soit. J'ai continué à marcher et à mesure que cela se rapprochait de plus en plus, je pouvais dire que ce n'était pas ce garçon parce qu'il était beaucoup trop petit. Et de toute façon, cet ami m'aurait répondu. Alors j'ai continué à me rapprocher et finalement, je me suis arrêté quand il s'est arrêté. Nous sommes restés là. Je le regardais et il me regardait. Je pouvais à peine en voir la forme et j'ai dit une fois de plus « Qui est-ce ?» Et donc j'ai fait un pas de plus vers lui. À ce moment-là, la seule pensée que j'avais était qu'il pourrait s'agir d'une très petite personne, comme un enfant de 4 ans ou 5 ans. Essayant de mieux voir, le jeune homme avance encore d'un pas, mais brusquement, la silhouette se précipite vers la gauche. Celle-ci se met à courir le long d'un ravin peu profond et remonte la rive opposée. Intrigué, Baxter décide de suivre la créature le long de la pente, puis s'arrête et regarde à travers le ravin. Là, il voit la créature, debout à environ 9 mètres, ses pattes moulées autour du sommet d'un rocher. À ce moment-là, la créature fixe le jeune homme, qui commence à se sentir mal. Il a des frissons dans tout le corps, car il se rend compte que c'est la première fois qu'il voit une telle créature. Il décide de ne pas s'attarder. Reculant doucement, il s'en va marchant rapidement jusqu'à l'intersection de Farm Street. Au même moment, il rencontre un couple qui passait par là en voiture. Il monte avec ces derniers, qui le déposent ensuite chez lui. Lorsqu'il arrive à son domicile, complètement troublé par la rencontre étrange qu'il venait de faire, il s'empare d'une feuille de papier et d'un crayon et se met à dessiner la créature. Apparemment, le dessin ressemblait beaucoup à celui de Bill Bartlett. La nuit suivante, vers minuit, Will, un garçon de 18 ans, ramène sa petite amie Abby Braham chez elle à Shelbourne. Alors qu'il se dirige vers l'ouest sur Springdale Avenue, Abby aperçoit quelque chose de vraiment étrange. Il y a là une créature accroupie sur le côté gauche de la route. Elle ne bouge pas. Sa peau est beige, son corps est mince, et elle a la même tête énorme et déformée que la créature qui a été aperçue par les deux autres témoins, Bartlett et Baxter. Aussi, à part les yeux, elle n'a aucun trait, pas de nez, pas de bouche, et même pas d'oreille. Will n'aperçoit la créature que quelques secondes, mais se rend compte malgré tout que ce n'est pas un animal quelconque, comme un chien ou un chat. Il dit avoir vu une étrange créature avec une énorme tête et un corps mince. Au moment où elle voit cette chose sur la route, sa petite amie, Abby Braham, complètement terrorisée, demande à Will d'accélérer au plus vite. « Sortons d'ici, dépêche-toi » dit-elle, ce que le jeune homme fait aussitôt. Peu après, Bartlett, l'un des témoins, se rend vite compte qu'il n'était pas le seul à avoir vu cette chose sur la route. En effet, d'autres personnes avaient vécu la même expérience que lui. Sachant cela, il décida de faire plusieurs copies de son dessin et se mit à les distribuer, espérant pouvoir trouver d'autres témoins pour confirmer son histoire. Quelque temps après, plusieurs journaux ont commencé à publier des articles sur ces rencontres étranges. Coleman, un journaliste s'intéressant à l'affaire, se procure un exemplaire des croquis des témoins. En observant ces dessins très vite, dans un premier temps, il rentre en contact avec Bartlett. Puis peu après, il interviewe Baxter et Abby Braham, ainsi que son petit ami Will. Quelques semaines plus tard, à la demande du journaliste, plusieurs experts ufologues se joignent à lui pour enquêter. Il y aura Joseph Neyman, Walter Webb et Ed Fogg. Lorsqu'ils commencent à se pencher sur cette affaire, tous sont assez surpris par la description de cette créature qui possède bizarrement presque les mêmes caractéristiques que ces êtres humanoïdes qu'on appelle les extraterrestres.
Nous sommes en juillet 1854 à Selma, en Alabama. On est en plein après-midi. Monsieur Williamson, un agriculteur, profite du beau temps avec sa femme et son fils. Assis sur le porche de leur maison, ils observent au loin les chevaux qui broutent dans le pâturage. Puis voilà que l'agriculteur se lève et dit à sa femme qu'il va faire paître ses chevaux dans un endroit où il y a de l'ombre. Il se dirige donc vers le champ. Alors qu'il avance tranquillement dans l'herbe, l'homme s'arrête quelques secondes et se penche pour ramasser un bâton par terre. Puis il continue à marcher tout en jouant avec le bâton. Au même moment, un voisin Armour Wayne et son fils James, passant devant le champ, aperçoivent l'homme au loin. Ils lui disent bonjour en faisant un signe de la main. Williamson les a vus et leur fait signe à son tour. Et là, au même instant, sans qu'on ne comprenne pourquoi, ce dernier disparaît brusquement, comme par magie. Ce qui vient de se passer est hallucinant, et bien sûr, les voisins qui passaient près de la propriété, ainsi que la femme de Williamson et son fils, ont vu l'homme s'évaporer sous leurs yeux. Complètement paniqués, très vite ces derniers, témoins de la scène, se dirigent tout droit vers l'endroit où l'homme se tenait avant de disparaître. Ils se mettent à chercher partout, espérant retrouver l'agriculteur, mais sans succès. C'est comme si celui-ci n'avait jamais été dans le champ. Ça n'avait pas de sens qu'il se volatilise comme ça. Sa femme et M. Wayne et son fils James cherchent pendant des heures, puis, ne le trouvant nulle part, décident d'aller chercher de l'aide. Mais entre-temps, trop choquée par ce qui venait de se passer devant ses yeux et se sentant impuissante, Madame Williamson s'écroule sur le sol. Très vite, celle-ci est transportée à l'hôpital. Peu de temps après, la nouvelle de la disparition étrange de l'agriculteur a fait le tour de la région. 300 personnes sont venues aider pour les recherches. Ils ont fouillé partout, dans chaque recoin, pendant plusieurs jours. Les géologues ont même offert leur aide en cherchant des trous ou des grottes dans les environs. Et malgré tous les efforts qui ont été mis en place, M. Williamson n'a pas été retrouvé. Plusieurs mois après l'événement, en se rendant à l'endroit où l'homme avait été vu pour la dernière fois, les enquêteurs ont pu observer qu'un cercle étrange avec de l'herbe morte et sèche à l'intérieur était apparu. Par ailleurs, la femme et le fils de Williamson ont déclaré que durant 15 jours, ils entendaient la voix de ce dernier qui les appelait à l'aide. Alors sans hésiter, ils se précipitaient vers cet endroit mais ne trouvaient personne. Ayant un peu d'espoir de le retrouver, ils décidèrent même de dormir non loin de là. Malheureusement, la voix est devenue de plus en plus faible et a fini par disparaître complètement. En tout cas, on n'a jamais su ce qui était arrivé à cet homme. À l'époque, certaines hypothèses avaient été avancées par des scientifiques afin d'expliquer ce qui s'était passé. Un scientifique allemand, le docteur Maximilian Ern, parlait de théorie de l'éther et de désintégration de la matière. D'autres ont suggéré que l'homme serait peut-être entré dans un champ magnétique qui l'aurait transporté dans une autre dimension.